Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette deuxième journée ici à Bizerte dans le cadre de la Semaine du Son. Une deuxième journée de table ronde. J'avoue qu'hier c'était vraiment enrichissant, intéressant et j'ai hâte de découvrir mes intervenants du jour autour d'une nouvelle table ronde qui est livre audio et les métiers de l'audiovisuel. Le livre audio s'est développé ces dernières années au rythme de la révolution numérique. C'est donc tout naturellement que les métiers de l'audiovisuel ont intégré le livre audio à leurs activités. Certains se sont même spécialisés dans ce domaine. Nous allons justement voir quels sont ces ponts entre les métiers de l'audiovisuel et cette nouvelle révolution dont on parlait hier, qui est le livre audio. Laissez-moi vous présenter mes invités. Christophe Rioux, président fondateur de la Semaine du Son de l'UNESCO en Tunisie, universitaire, journaliste et écrivain. Il enseigne à Sciences Po Paris et à la Sorbonne. Chroniqueur sur France Culture, il a présenté l'émission Les Denis de la Culture sur France 5 et écrit notamment pour Lire Magazine Littéraire, la revue Études et le groupe Beaux-Arts, membre de l'association La Plume de Pan et jury du Grand Prix du livre audio. Il est administrateur de l'association Lecture Jeunesse. Il a publié des romans chez Flammarion et récemment, il a publié Assigné à résidence chez Gallimard. Ma seconde invitée, Cécile Paluzinski, présidente de La Plume de Pan et directrice de Numérique Conseil. Elle dispense des formations auprès des éditeurs de livres, des libraires et des bibliothécaires autour du livre audio, notamment pour l'Institut français. Enfin, Lamia Guiga. Lamia est enseignante universitaire, elle est l'actuelle directrice de l'École supérieure de l'audiovisuel et du cinéma ESAC. En tant que chercheur, ses travaux sont liés au cinéma tunisien et africain. Elle a publié de nombreux articles dans des revues scientifiques. Elle est membre fondateur de l'Association tunisienne de création cinématographique universitaire. Elle est très active dans le tissu associatif tunisien. Voilà, je pense que vraiment on a un panel où on va pouvoir parler de métiers d'audiovisuel puisque vous êtes dans la formation, vous êtes dans la plus grande école de cinéma de Tunisie et Christophe c'est pareil, enfin vraiment là, vous êtes dans la transmission de ces métiers. Christophe, j'aimerais qu'on resitue un peu le débat par rapport à tout ce qu'on s'est dit hier. Là, on va être un peu plus technique, on va vraiment parler un peu plus en profondeur, mais si on peut faire un peu le pont entre hier et aujourd'hui. Oui, je pense qu'il faut... je pense qu'il est important, effectivement, de rappeler la pertinence de ce sujet de table ronde en expliquant que le livre audio a partie liée avec ces fameux métiers de l'audiovisuel. D'abord parce qu'on l'a beaucoup dit hier, et d'ailleurs ça a été le cas, on a parlé de livres augmentés, on a parlé d'augmentés enrichis. Et effectivement, ce qui est intéressant avec le livre audio, c'est qu'il est au cœur d'un écosystème de la création, et que finalement, si on y réfléchit un peu, un livre audio, c'est d'abord un auteur, une autrice, mais c'est aussi une musique, un musicien, c'est aussi un comédien comédiennes qui vont lire le texte ou l'interpréter, mais dans un nombre de cas assez significatifs, ça peut également être un illustrateur qui vient illustrer le livre audio s'il est accompagné d'un livre physique, mais dans le cadre aussi d'une performance ou d'un spectacle, et puis ça peut aller jusqu'à des formes quasi plastiques, c'est-à-dire des performances d'art contemporain. Donc on voit bien que le livre audio est protéiforme par nature. Il y a aussi l'ingénieur du son, on a parlé de son importance hier. Il est central, et j'allais terminer par lui, puisque l'ingénieur du son et toute la dimension sonore, c'est l'idée aussi d'une direction artistique du livre audio. C'est véritablement l'idée que le livre audio, ce n'est pas uniquement un enregistrement servile, homothétique, comme on dit savamment, du texte, c'est-à-dire fidèle au texte jusqu'à la virgule près, c'est véritablement un travail de direction artistique. On apporte cette fameuse augmentation, ce livre augmenté et enrichi dont on a beaucoup parlé hier. Et donc je pense que c'est très important de faire ce rappel. Je pense aussi qu'il est important de prendre des exemples concrets. Nous avons choisi pour la Semaine du Son de l'UNESCO en Tunisie Salongo de Flaubert. Et Salongo de Flaubert, initialement, nous l'avions choisi en vue d'une exposition qui devait avoir lieu au Musée national du Bardo, qui finalement n'a pas lieu, mais qui à un moment aurait pu aussi avoir lieu à Carthage, au musée de Carthage. Et j'ai très envie quand même de faire un clin d'œil à la fois à cette exposition à Salongo et de la faire exister virtuellement parce qu'elle n'aura pas lieu physiquement après avoir eu lieu à Rouen, au Musée des Beaux-Arts et au Mucem à Marseille.
Et la faire exister, c'est lui rendre hommage. Le catalogue d'ailleurs de Salombo, qui est magnifique, vient de recevoir il y a quelque temps à Ajaccio le prix du meilleur catalogue, le prix du livre d'art. Donc c'est aussi une forme de reconnaissance. Et Salombo, c'est très intéressant parce que c'est presque le contre-exemple, puisque Salombo a fait l'objet d'un livre audio chez Sixtreed, un éditeur de livres audio, mais que la plupart du temps, toutes les adaptations de Salombo, qu'il s'agisse d'opéra, de films, de presque toutes les formes de la création, c'est raté. La plupart du temps, Salombo est inadaptable. Il y a même un terme que fait découvrir un spécialiste de la musique dans le catalogue Salombo, qui est le terme inmusicable. Magnifique. Un livre inmusicable. On ne peut pas le mettre en musique. Voilà. Et donc je trouve ça très intéressant parce que c'est à la fois le fil rouge que nous avons choisi, c'est un peu l'inadaptable ou l'inmusicable par excellence, mais en même temps la puissance de Salombo. On l'a vu d'ailleurs à l'ESAC au moment de l'ouverture de la Semaine du son de l'UNESCO en Tunisie, avec un film qui rendait hommage avec une très grande modernité à Salombo. Salombo est éternel, et en même temps, c'est le lien entre le livre papier, le livre audio qui existe, et tout l'écosystème de la création. Donc je pense que c'est un bon point de départ pour faire le lien avec nos interventions, à la fois à Tunis Gamart, et puis ici même pour les rencontres professionnelles du livre audio. Merci beaucoup, Christophe. De quelle manière le développement du livre audio va-t-il impacter la pratique des professionnels et inspirer les jeunes diplômés? Cette question, je vais vous la poser à toutes les deux, Cécile et Lamia. Lamia, à l'école, est-ce que, quand je vois hier ton invité de marque qui nous a fait le plaisir de venir nous rejoindre, ce grand ingénieur du son oscarisé, j'imagine l'émulsion qu'il doit susciter au sein de jeunes étudiants qui se disent « Waouh, je peux atteindre les sommets ». Comment les intéresser, comment les attirer, ou alors est-ce que non, le son a toujours eu ses gens et ses amoureux? Non, malheureusement, le son a toujours été le parent pauvre dans la chaîne de production cinématographique. Et depuis quelques années, je pense, la partie surtout post-production, elle prend de plus en plus de l'ampleur. Et nous avons de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à tous les métiers, les nouveaux métiers qui se créent de plus en plus. En parlant tout à l'heure avec notre collègue, nous avons des étudiants qui viennent aussi pour apprendre le DJing. Aujourd'hui, c'est des métiers qui sont... les étudiants aujourd'hui demandent de plus en plus, ils étaient ravis d'avoir, pour la première fois d'ailleurs de l'histoire de l'ESAC, qui est une formation sur une dizaine ou 12 jours avec un vrai professionnel. Et pourtant, nous avons d'excellents techniciens qui se relayaient depuis la naissance de l'école, de Hechel Juver, Rosefeb, on sait très bien que la première génération des ingé-sons a été formée sur le tas. C'est évidemment qu'il y avait énormément de films tournés en Tunisie, donc il y avait toute cette partie prestation de services, et les films qui se tournaient en Tunisie, donc il y a la prise de son et la post-prod, ils sont appris sur le tas. Il y a énorme de Spielberg, de Cast, de Polanski, donc cette génération, la première génération d'ingé-son, elle est en train de transmettre leur savoir-faire. Et moi, ce qui m'a prise, parfois, on ne reconnaît pas assez, on les considère comme des techniciens, de simples techniciens, alors que c'est des artistes, qu'on le veuille ou pas. Donc aujourd'hui, on parle de designers sonores, de nouveaux métiers, donc c'est des créateurs. Donc, Marcel Fiji qui a intervenu, donc il prend les étudiants parfois, lui, ils disent « Ah, on fait de l'esthétique sonore ». Non, mais c'est important de connaître un peu le récit sonore, d'apprendre à raconter une histoire de manière, par la voix, par le son. Et depuis 2 ou 3 ans, il y a une forte demande pour créer un club à l'ESAC, où il y a à la fois donc, des émissions audio. Et il parle un peu de tout. Hein. Et on essaie de chercher de différents formats, puisque aussi ils seront diffusés sur Internet ou sur la base de l'école, dans la page de l'école ou le site de l'école. Donc voilà, il y a de plus en plus de l'intérêt. Je vais juste faire une petite parenthèse par rapport à la formation. Il y a de moins en moins d'intérêt par rapport à la prise de son. Et je pense que notre rôle aussi de les pousser, parce que si la prise de son n'est pas de bonne qualité, ça va affecter la post-prod. Donc voilà, il y a très peu d'étudiants, parce que c'est un métier très difficile.
ça demande quand même un investissement énorme, une concentration et un effort exceptionnel. On a 4 ou 5 noms par rapport à la prise de son, alors que pour la post-prod, on a énormément de gens qui ont été formés, que ce soit à l'ESAC ou ailleurs. Hein. Donc il y a plusieurs écoles qui forment sur ce droit-là. Donc il y a de plus en plus de l'intérêt, il y a de plus en plus de spécialisation par rapport à la post-prod surtout. Oui, alors l'impact du livre audio sur la formation des jeunes diplômés, je crois qu'on en a un peu parlé hier en filigrane avec le studio Blad. C'est que les studios auxquels on fait appel aujourd'hui pour le livre audio, ce sont des studios généralement qui font aussi du doublage de films. Et comme il l'indiquait hier, c'est pas tout à fait le même travail quand on enregistre un livre audio que de travailler sur du doublage de films. Notamment, il y a tout un travail qui est en partie confié à l'ingénieur du son, de mise en sens du texte, avec tout un tas de questions à se poser. Quand dans un livre, on a un passage en italique ou une citation, comment est-ce qu'on va rendre compte aussi de ces spécificités typographiques à travers le son. Donc là, je rejoins aussi ce qui a été dit précédemment, c'est que l'ingénieur du son n'est pas seulement un technicien, mais il a également un travail de réalisation artistique important à faire. Donc ça, c'est un premier point. Je pense aussi, là, ça va rejoindre sans doute ce qu'a dit Christophe, hein, on parle de décloisonnement des champs de la création à travers le livre audio, mais je pense que de manière plus large, c'est un phénomène aujourd'hui qui se développe. Je pense il y a quelque temps à un studio de production d'animation, Sacre Bleu, qui m'avait contacté en disant « j'ai sorti ce film en format animation, j'aimerais en faire un livre audio ». Donc je pense qu'on pense aussi de plus en plus la déclinaison de la création artistique sous différentes formes, donc du cinéma pour après proposer une version audio, pourquoi pas des podcasts. Je trouve que c'est aussi assez éloquent de voir aussi Netflix qui annonce s'intéresser fortement au podcast. Donc on voit que peu à peu il y a des passerelles qui se tissent entre ces différents métiers. Les trois, le point commun, vous avez parlé de l'importance de la prise de son en fait. La technique reste quand même très ancrée, mais en parlant du côté artistique, donc c'est vraiment un métier qui mélange les deux. Je reviens un peu sur la semaine du son, Christophe, ce matin, je vous entendais, je vous ai posé la question, la semaine du son de l'UNESCO, elle a eu lieu dans plusieurs pays. Est-ce que vous sentez que nous allons tous vers la même direction? Est-ce que c'est vraiment la révolution dont on parlait hier ou non? On est à des stades différents, avec des sensibilités différentes. Je pense qu'on est dans des... il y a des sensibilités différentes, il y a des caractéristiques qui sont plus locales. Après, c'est vrai que la semaine du son, elle a une dimension globale, avec une volonté de rapprocher justement toutes ces diversités. Et précisément, au niveau du son, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que nous avons au Festival de Cannes une présence de la semaine du son de l'UNESCO, puisque nous remettons un prix, nous en sommes c'est la 5e remise de prix de la meilleure création sonore. Ça a été créé à l'initiative d'ailleurs de Costa Gavras, avec le soutien de Thierry Frémaux. Et la semaine du son remet un prix à la création sonore. Et ça, c'est quand même assez incroyable. On le voit effectivement quand on regarde un petit peu cette logique-là. Le cinéma et le livre audio se rapprochent de plus en plus. Je pense à un réalisateur que j'aime beaucoup qui s'appelle Philippe Araktanguy, qui est un réalisateur libanais qui travaille en ce moment sur une adaptation d'un très grand auteur libanais. Voilà. Mais précisément, il a fait un film qui s'appelle Listen, qui est le récit d'un ingénieur du son. Et on a eu beaucoup d'échanges, et il est fasciné par le sonore, par le travail de l'ingénieur du son. Son film s'appelle Listen, et le fait qu'il adapte un très grand livre libanais prouve que ces liens entre livre audio la plupart du temps, parce que c'est une sorte d'étape un peu intermédiaire, quoi. Le livre audio ou le podcast, puisque on a aussi eu l'occasion d'échanger beaucoup sur le podcast, c'est un peu un moyen de transition vers le film. Et finalement, on peut se demander si le livre audio n'est pas le chaînon manquant, qui n'existait pas jusqu'ici, entre le livre papier et le film ou d'autres formes de création artistique. Et puis, il y a une autre dimension aussi qu'il faut souligner, Cécile a mentionné le doublage. On revient de très loin, il faut se souvenir d'une guerre fratricide dans le monde du cinéma, qui est la guerre entre Hitchcock et Jean Renoir.
Hitchcock, dès 1929, est un des plus grands expérimentateurs du sonore. Il est un peu un des pères fondateurs tutélaires du doublage. Il a l'idée de remplacer la voix d'une comédienne par une autre. Jean Renoir, c'est l'inverse. Jean Renoir refuse que La Grande Illusion soit doublée. Et il considère, et il faut lire les choses de l'époque, il considère que c'est de la sorcellerie. Que le doublage, c'est qu'un corps soit investi par un autre corps et qu'on a affaire à de la sorcellerie. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, on est plus serein. On peut dépasser cette guerre Hitchcock-Jean Renoir. C'est une belle guerre avec un duel au sommet. Mais aujourd'hui, on est apaisé. Et c'est vrai que ces métiers du doublage, de l'ingé son, de la création sonore telle que la Semaine du Son tente de les récompenser, toutes ces formes de création sonore, c'est pas que la musique, hein, c'est vraiment la création sonore dans sa diversité. Aujourd'hui, il y a un enjeu majeur et je suis très heureux que la Semaine du Son de l'UNESCO ait ce combat. Je prends l'exemple des séries turques qui ont envahi le monde entier par le doublage. Donc il y a l'adaptation par pays, par l'accent, les tons, il y a tout un système de soft qui a été mis en place par la Turquie pour conquérir un peu aussi le monde entier par ces séries-là, y compris en Asie. Donc c'est important. Et à l'ESAC, on s'intéresse de plus en plus, les étudiants s'intéressent au doublage par le dialecte local. Donc on essaie aussi de faire cet exercice au quotidien avec les étudiants. Je trouve que c'est amusant aussi de les initier au dialecte local, de prendre un peu des films phares et les doubler. Il y a pas mal de films qui ont été doublés par les étudiants. Et on découvre aussi le talent chez les étudiants. Il y en a qui ont d'excellentes voix. Ils découvrent l'autre talent caché chez certaines filles ou certains garçons. Voilà, c'est assez amusant comme exercice pédagogique. Alors, ils font des émissions de radio, ils font des exercices de doublage. Est-ce qu'on peut espérer un atelier audiobook bientôt? Pourquoi pas? Certainement. Donc, je pense qu'avec cette Semaine du Son, moi je suis très contente parce que la première fois que j'ai découvert la Semaine du Son, c'était à Cannes. J'étais assise en train de voir un film, c'était le film de Le Mauritanien, avec Emile Bouhaf, un musicien, et j'étais juste à côté du jury, et j'entendais le chuchotement par rapport. J'ai posé la question, et non, on fait partie du jury, voilà. Et après, bon, il y a eu Emile Bouhaf, c'est très contente, un Tunisien, et je pense que l'apport de Emile Bouhaf aujourd'hui par rapport à la musique de film est très important. J'ouvre une parenthèse par rapport à la place du son en Tunisie. On sait très bien que le cinéma égyptien est parmi toute l'histoire ancrée. Aujourd'hui, ils ont de vrais problèmes de son. C'est-à-dire les films sont très très bien faits, bien tournés, l'image est bien, le scénario est bien, mais ils ont des problèmes de son. Donc la partie post-prod, elle se fait ailleurs, y compris en Tunisie. Donc il y a quand même un effort par rapport aux pays du monde arabe, enfin les pays Maroc, le Liban, les pays de l'Arabie Saoudite aujourd'hui. De plus en plus, mais ils n'ont pas d'ingé son. Donc ils font appel aussi à la technicité des Tunisiens. Ça, je pense que la Tunisie, c'est-à-dire on a investi dans cette partie bien avant les autres. Je pense donc qu'il y a un potentiel assez intéressant. Je suis très contente pour eux parce qu'ils ne vont pas chanter. Ce qui est sûr, ils ne chantent pas. Et moi, je vois leur nom sur les génériques en tant qu'étudiant sur les séries ou les télés. Donc ça, c'est quand même une fierté par rapport à la formation. Donc, ça donne quand même de l'espoir aux étudiants que le marché. C'est-à-dire qu'ils arrivent à travailler sans même avoir encore leur diplôme. C'est-à-dire que j'ai des étudiants qui suivent la formation et ils ont travaillé sur le dernier documentaire qui est sélectionné au Caire. Donc voilà, c'est quand même une fierté pour eux. Voilà. Génial. Cécile, je reviens vers vous. La formation, c'est votre métier. Hier, on a eu la chance, après nos tables rondes, de faire un petit atelier avec des jeunes. J'aurais voulu un petit retour de votre part sur cette initiation. Ils étaient tout jeunes. Comment est-ce qu'on donne envie de rentrer dans ce monde en 2 heures comme ça? Alors 2 heures, c'est un format effectivement un petit peu court, mais je pense que le meilleur moyen de donner envie, c'est de faire découvrir en fait les coulisses de la création. C'est vrai pour les jeunes, mais c'est vrai pour le public en général. On se rend compte, moi je travaille pas mal par exemple avec les bibliothécaires et les libraires. Les libraires ont souvent une difficulté à vendre le livre audio parce qu'ils n'ont pas forcément été justement formés dans le cadre de leurs études à ça.
Et dès qu'on rentre dans les coulisses, qu'on leur fait découvrir ce qu'est un studio, ce qu'est le travail de l'ingé son, qu'on les questionne sur le casting en faisant découvrir des voix ou en leur demandant d'imaginer la voix que pourrait être celle de tel personnage dans un livre, tout à coup on redevient, je pense, des enfants. Il y a une sorte d'émerveillement qui fait qu'on a envie d'aller plus loin dans la découverte en fait, du livre audio. Donc je pense que c'est avant tout ce besoin de découvrir ce qui se passe en coulisses. Est-ce que c'est plus facile de former des jeunes comme hier qui sont finalement bleus, qui n'ont aucune expérience, aucune expectative peut-être, ou les libraires justement, où on parlait tout à l'heure des différentes catégories de gens que vous conseillez, que vous formez? Est-ce que c'est pas difficile parfois des gens qui sont très ancrés dans leur rapport au livre, etc., de casser ces barrières? Si, encore qu'on a parfois des surprises, parce que j'interviens régulièrement aussi en master métier du livre, et on voit que là aussi il y a parfois des résistances en fait sur ces nouveaux formats du livre. C'est que contrairement à ce qu'on pense, même si c'est une génération qui est plus habituée au numérique, qui est pour partie née avec le numérique, il y a quand même une attache encore très forte au livre papier en France. Et finalement, il y a ce même travail pédagogique à faire et de découverte des coulisses pour leur donner envie en fait d'aller vers le livre audio. Donc j'ai envie de dire que c'est pour moi la même démarche en fait avec des jeunes qu'avec des gens qui sont déjà inscrits dans le monde du travail, les éditeurs, les bibliothécaires ou libraires. Merci beaucoup Cécile. Christophe, en préparant cette table ronde, vous vouliez appuyer sur ces logiques d'adaptation livre audio, film, en prenant plusieurs cas précis. Oui, alors c'est un peu ce que j'évoquais avec Salammbô, qui est précisément l'inadaptable par excellence, mais qui a justement une certaine poésie dans cette dimension-là. Après, moi je trouve que l'idée du chaînon manquant, elle est importante, mais j'aimerais aussi peut-être revenir sur cet aspect qu'on vient d'évoquer. Je pense aussi que les adaptations de livres papier, donc en livre audio, permettant d'aller vers l'audiovisuel et vers le film, c'est aussi un incroyable vecteur d'accessibilité et de démocratisation culturelle. Et ça, je pense que c'est un point sur lequel il faut insister. Nous avons, dans le cadre de la Semaine du son de l'UNESCO en Tunisie et de la Semaine du son plus globalement, un projet qui est de renforcer l'implication dans les quartiers prioritaires de la ville, et notamment à travers un projet qui s'appelle Salammbô Les Mureaux, qui fait référence à une ville qui s'appelle Les Mureaux en France, et qui est une ville où j'ai grandi. J'ai grandi dans l'un de ces quartiers prioritaires de la ville, un QPV, comme on dit pudiquement. Mais dans ces quartiers, c'est vrai que l'accès au livre est parfois difficile, que le livre audio peut être un vecteur par l'oralité, par la forme d'accessibilité plus simple, important, et que le fait que le cinéma apparaisse comme ça, avec un côté mirage, miroir, avec un côté effectivement très attractif, ben, ça crée une passerelle entre le livre papier, la version audio qu'on peut écouter, et qui peut être effectivement un accès facilité, et puis l'idée d'entrer par la petite porte, mais qui peut aussi être une grande porte dans le monde du cinéma. Donc je trouve qu'il y a un continuum, et qu'un certain nombre d'exemples illustrent bien. J'ai évoqué tout à l'heure ce cinéaste libanais avec ce film Listen, qui est quand même dédié à un ingénieur du son. Le cinéma aujourd'hui s'empare effectivement de la question de l'audio, et les passerelles entre le livre audio et le monde de l'audiovisuel de manière plus large se renforcent. Oui, je vais peut-être compléter ce qu'a dit Christophe. Ce qui est intéressant aussi à voir au niveau des éditeurs de livres audio, c'est qu'aujourd'hui, si on a un livre qui a fait l'objet d'une adaptation cinématographique, généralement ils essaient de sortir le livre audio au moment de la sortie du film, avec cette idée aussi de se dire qu'on va peut-être plus facilement amener un public à aller vers le livre audio en profitant quelque part de la sortie du film. Et puis un autre point aussi qui est intéressant à évoquer, parce qu'on parlait du doublage précédemment, c'est que dans cette logique-là, autant que faire se peut, quand il y a eu un doublage sur un film adapté traduit, on va recourir aux voix de doublage du film pour lire le livre audio. Donc c'est vrai que cette passerelle, elle sort de plus en plus évidente et intéressante pour les éditeurs. Hein. Et on ne l'a pas dit, elle est même économique, puisque dans les maisons d'édition, je pense très fort à Madrigal, donc Gallimard, Flammarion, mais Écoutez Lire, donc la collection de livres audio du groupe Gallimard. On a des parcours de gens qui
ont été à l'audiovisuel pendant très longtemps et qui passent au livre audio. En fait, il y a une logique économique même qui préside à ça dans les maisons d'édition. Lorsqu'on a longtemps été en charge de l'audiovisuel, des droits audiovisuels, on est naturellement porté à gérer la partie adaptation en livre audio. Donc ça c'est intéressant, parce que c'est un type de profil, puisqu'on parle métier, qui est en train d'apparaître. Et peut-être qu'un jour, on ne fera plus la différence entre d'un côté les droits d'adaptation, la question audiovisuelle, et puis la question du livre audio. En fait, tout ça sera beaucoup plus fluide. Je retiens le mot décloisonnement, c'est ça? C'est vraiment, j'ai l'impression que l'un vexe dans l'autre, qu'on est en train de casser toutes les barrières. Sarah Rorbel, je te vois depuis tout à l'heure, je me dis c'est vraiment parler de francophonie hier et de diffusion de la langue, et là je trouve que c'est un monde qui s'ouvre. J'aimerais donner la parole dans la salle, on a vraiment la chance d'avoir ce panel. Si vous avez des questions, je suis là pour vous passer le micro. Sinon, je reviens vers Lamia. Le problème de la langue. On parlait hier de l'anglais qui est présent, le français qui est la langue d'apprentissage, notre langue de cœur. Le problème de prononciation. On parlait de doublage de séries turques, faire des doublages, on ne peut pas se permettre de se rater sur la prononciation. Donc, est-ce qu'il y a des formations spéciales? Est-ce qu'il y a des spécialistes? Comment? C'est difficile à réparer quand il y a un problème de diction ou de prononciation. C'est vrai que par rapport à la prononciation, il y a un vrai problème, parce que moi j'ai fait l'institut de presse et on avait un enseignant de diction. Aujourd'hui, ces enseignants, pratiquement, n'existent plus. Donc on fait avec, on a une enseignante qui enseigne le français, et on a un prof d'anglais, donc on essaie aussi de travailler avec eux sur tout ce qui est sous-titrage et doublage, donc on essaie de les appliquer de plus en plus pour avoir quand même une qualité quand même sonore assez intéressante. Merci. Y a-t-il une question dans la salle? Pas une question, mais juste je voulais citer un avantage du livre audio. Si vous présentez. C'est la présidente de l'association Bizarre Cinéma. Je voulais juste donner un avantage, je ne sais pas si vous l'avez abordé parce que je n'ai pas assisté à toutes les tables rondes. D'après ma propre expérience, le livre en format papier, avec mon âge, avec les cervicales, les arthroses, tout ça, c'est vrai, je trouve du mal à lire, à tenir le livre. J'ai mal à l'épaule, au coude, là. Donc ça apporte un confort très important pour garantir une belle lecture et passer plus de temps à découvrir un roman, un livre, une histoire. Voilà. C'est vrai parce que ça pose un grand problème de ne pas rester une heure comme ça, penchée avec les lunettes, avec tout ça. Donc voilà. C'est par rapport à, ça apporte un confort par rapport à l'hygiène de vie. Voilà. Pour promouvoir et faire la publicité du livre audio, là, je vous offre un avantage. Voilà. La dimension médicale, on n'en avait pas parlé. Vraiment, merci, c'est très important. On va avoir le casque nécessaire pour ça, et je dis qu'il y a de plus en plus médicaments de temps limite par rapport au téléphone. Ouais. Voilà. Et puis en voiture, vu la pollution sonore, toutes ces publicités qu'on se prend, c'est sûr que d'écouter un bon bouquin sur la route, ça change tout. Il y a de plus en plus aussi un marché qui se développe par rapport à l'écoute aussi. Il y a tout un marché. C'est-à-dire par rapport à l'écoute? Par rapport au casque. Ah, oui. La businesswoman reprend le dessus. Non, mais on le constate. C'est-à-dire qu'on achète des casques au bout de 2-3 ans, la génération passe à une autre génération. Voilà, les oreillettes, ça se développe de plus en plus. Voilà, et puis les enceintes connectées, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ça devient aussi un mode de diffusion du livre audio et qui amène aussi à d'autres créations sonores. Je pense par exemple à Audible aux États-Unis, qui commence à proposer des productions audio interactives où à travers cette enceinte on a un échange avec Alexa, pour ne citer que celle-ci, et avec du coup un scénario qui va se dérouler en fonction des réponses qu'on va apporter à l'enceinte. Donc effectivement les technologies participent largement, amplement au développement
de ces formes placées à Paris. Avant, dans le métro, il y avait le livre en permanence. Là, de plus en plus, il y a que des podcasts, des écouteurs. Donc je pense que l'avenir aussi du podcast, il y a de mettre en place pas mal de projets par rapport à la Tunisie. Il y a énormément d'histoires à raconter. Hannibal, un personnage de l'histoire, il y a plein d'histoires à raconter, je pense. Mais bon, je pense qu'aussi, il faut qu'il y ait une volonté idéale. Le ministère de la Culture bouge un peu, on va mettre en place tout un. On sait que ça coûte excessivement cher d'enregistrer, d'investir dans ce Alors, on dit que ça coûte excessivement cher. Moi, ça coûte beaucoup moins cher que de faire de l'image. Donc, le excessivement me paraît. Quand on a écouté hier, une heure, ça coûte 300 €, c'est pas donné. Oui, mais une heure d'image, ça coûterait 30 000 €. Donc, au contraire, je trouve qu'il faut, arrêter de faire peur avec le coût. Si on parle de la démocratisation du livre aussi, ça faut quand même penser à l'échelle de l'État, quoi. Non, effectivement, peut-être pour rejoindre ce qui vient d'être dit, c'est que c'est vrai que l'économie de l'audiovisuel n'est pas celle de l'économie du livre, et qu'effectivement, quand on produit un livre audio qui va coûter 15 ou 20 000 €, en fait, c'est énorme à l'échelle de l'économie du livre. Sachant compte tenu du nombre de ventes moyen de livres audio, il faut déjà en vendre un nombre plus qu'important pour arriver simplement au point mort. Donc c'est pour ça qu'on évoquait hier cette nécessité d'avoir en tout cas pour le moment un soutien public pour pouvoir aussi s'autoriser l'enregistrement de livres audio qui ne seraient pas que des best-sellers, parce que une des difficultés aussi aujourd'hui, c'est que la plupart des titres enregistrés, ce sont des titres qui ont déjà fait leur preuve en édition papier, mais en termes de diversité éditoriale, on aimerait bien aussi à l'avenir pouvoir entendre, je ne sais pas, plus de poésie, peut-être des auteurs un peu moins connus, mais dont l'écrit se porte particulièrement bien à une lecture à voix haute. Et pour le moment, l'économie du livre audio, enfin du livre et du livre audio a posteriori, ne le permet pas forcément. Oui, non, il faut rappeler peut-être qu'en gros, par rapport au papier, le livre audio, c'est 1% à peu près. C'est-à-dire que par rapport aux ventes qui sont réalisées en papier pour le dernier concours, ça représente à peu près. Là, on voit d'ailleurs avec l'anomalie, qui a été là aussi une anomalie en termes de vente de livres audio, parce que les ventes, un très bon lecteur, qui était d'ailleurs là l'année dernière pour le salon du livre audio, et qui est Robin Renucci, l'anomalie a été une vraie réussite, puisqu'on a dépassé les 15 000 exemplaires. Donc je crois qu'on est même au-dessus. Audio. Wow. Ce qui est colossal. C'est beaucoup. Alors, ça existe de temps en temps chez certains éditeurs de livres audio. On a des best-sellers, mais c'est plutôt des essais, c'est plutôt des grosses machines. Voilà. Mais pour la littérature, c'est vrai qu'il y a un vrai questionnement. Après, il y a une diversité éditoriale en livre audio qui est maintenue. C'est vrai que les éditions des femmes, par exemple, ont un catalogue qui est assez incroyable, avec des textes qu'on peut découvrir. Mais il est clair aujourd'hui que se pose la question de trouver peut-être un nouveau maillon qui serait encore un intermédiaire. Si le livre audio est cher, relativement, le podcast pourrait être une sorte de, ce qu'on a dit hier, on l'a un peu évoqué, mais une sorte de bande-annonce ou de préfiguration, de teaser, si la francophonie m'autorise à utiliser ce terme. C'est avant-goût, voilà, avant-goût. Donc cet avant-goût, il est bande-annonce. Alors, déjà, mais c'est vrai que c'est au-delà même de la bande-annonce, c'est aussi le mix de ce qu'on a avec les bonnes feuilles qui sont présentées dans un magazine, par exemple. Donc on a une vraie réflexion à mener autour de ça, et puis un questionnement profond sur la technologie, parce qu'on c'est vrai qu'on a un peu peur de l'intelligence artificielle, on a un peu peur des enceintes connectées, à raison peut-être pour une part, mais on a aussi des opportunités technologiques incroyables qui se déploient et qui peuvent permettre là aussi de financièrement trouver une équation intéressante. Et donc je pense qu'il ne faut pas être contre la technologie, mais plutôt tout contre, et revenir un peu à l'effervescence qu'a dû être celle d'Hitchcock quand il expérimentait ce que j'évoquais tout à l'heure avec Chantage, dans les années 20, enfin 29, et quand il expérimentait les possibilités du sonore, c'est-à-dire en se disant, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec le son, comment on peut intégrer le sonore dans une œuvre. Et là, on a un peu une sorte de jurisprudence qui aujourd'hui devrait nous inspirer. Est-ce que je peux me permettre une question naïve? Bien sûr. On n'a pas parlé de piratage.
est-ce que là, quand vous me parlez de 15 000 exemplaires, on arrive à tout pirater, est-ce que le livre audio va finalement être victime de son succès? S'il y a une excellente version, je pense que c'est assez facile à pirater, non? Aujourd'hui, tout est facile à pirater. En dépit des DRM qu'on peut mettre sur les livres, etc., numériques, on se rend compte que c'est assez facile à craquer. Après, globalement, ce qu'on voit quand même à travers les études, c'est que le livre est un peu plus épargné que d'autres formes de création, comme le film, par exemple. Mais c'est, quoi qu'il arrive, aussi un combat pour les éditeurs de livres audio, puisque la plupart des livres audio qui sont édités, on les retrouve très rapidement sur YouTube en format piratage. Et ça reste évidemment un combat. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, mais ça c'est tout le problème de l'écosystème de la création, c'est que finalement, il est à un moment victime de son succès. Et c'est vrai que le livre a été protégé, en tout cas le livre audio a été relativement protégé par en tout cas un impact assez limité, ou en tout cas un poids économique qu'on avait du mal à reconnaître. Plus le poids économique va augmenter, plus mécaniquement toutes ces problématiques vont surgir. Et c'est déjà le cas, mais ça va prendre à mon avis une ampleur beaucoup plus forte. Merci. Une autre question dans la salle? Non? Très bien. Nous allons donc conclure. Je reviens sur le thème, c'était livre audio et les métiers de l'audiovisuel. Lamia, un engagement pour la prochaine semaine du son. Tu nous feras écouter quelque chose de tes étudiants en audiobook. Dis. Je pense que depuis hier, on a fait pas mal d'échanges et d'engagements avec les participants. Donc il y a pas mal de perspectives, d'opportunités qui peuvent s'offrir aux étudiants, je pense, y compris le livre audio, y compris le podcast. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire ensemble avec d'autres. Moi, j'ai fait de très belles rencontres depuis hier qui donneraient peut-être des opportunités à nos étudiants. Entre autres, la semaine du sang qui est énorme. De calme. Oui, je pense. Ouais. Non. C'est-à-dire la semaine du sang en Tunisie, c'est quand même quelque chose de je trouve que c'est très intéressant. Et je pense qu'il y a eu les échos depuis le démarrage. Pourquoi parité invitée? Oui, j'ai eu pas mal de demandes par rapport à ça. Je pense qu'il y a pourquoi mettre plein de choses en place. Tant mieux. Christophe? Non, mais moi je rêverais qu'on ait un prix de la création sonore, pas seulement à Cannes. Cannes c'est bien, mais moi je rêverais au JCC à Carthage, voilà, à Venise, à Berlin, à Hollywood. Il y a un prix au JCC, aux techniciens, lié aux techniciens, et chaque année il est lié à soit un auteur ou un régisseur. Oui, ce que récompense le prix à Cannes, c'est vraiment la création sonore de manière très très ouverte. C'est vraiment le sonore dans le film. Et là, il y a un vrai débat quasi philosophique, presque métaphysique même à avoir sur ce que c'est que le son dans un film. Et donc, on a des réflexions, des projets autour de ça, on en parlera peut-être, mais moi je rêverais qu'on fasse le tour du monde des festivals de cinéma, ou audiovisuel, il faut élargir aussi un petit peu, pas uniquement le grand chelem que je citais tout à l'heure, qui est très attractif. Cannes a été, franchement, en 5 ans, une très bonne matrice de la réflexion qu'on peut mener sur la présence du sonore dans l'audiovisuel et dans le monde du cinéma, mais parce qu'on avait des gens convaincus. On a Costa Gavras qui a porté le projet, qui a fait la dernière fois à l'UNESCO lors de notre grande présentation. J'ai eu l'occasion d'ailleurs, j'y pense avec un peu d'émotion, de présenter la semaine du son en Tunisie en janvier 2022. Elle n'existait pas encore, elle était totalement embryonnaire et maintenant elle existe en novembre 2022. La vie est assez incroyable. Et Costa Gavras a dit une chose folle, il a revisité, comme il sait le faire avec brio, toute l'histoire du cinéma. Et il a rappelé, on en a parlé pendant les rencontres, et à Tunis d'ailleurs, Tunis Gamar, chez Alezac, il a rappelé qu'un film muet c'était tout sauf muet. Qu'un film muet n'est pas muet. En fait. Il faut arrêter avec ça, qu'un film muet c'est du sonore, que c'est presque la réflexion qu'on a aujourd'hui finalement, qui déjà était présente chez les pères fondateurs du cinéma. Je pense que le son se place dans la création, dans le process, la post-production des films de plus en plus cher. Il y a énormément de moyens à mettre en place par rapport à la diffusion.
moi je me rappelle, j'ai eu une expérience avec le film Le Livre de l'image. C'est bien que Godard énormément de son, également plein d'autres. Hein. Je me rappelle dans le film Le Havre, il me semble, où c'est une démonstration de l'importance de la bande son. Donc il y a de plus en plus de l'intérêt au son. Et je me rappelle, il a demandé la carte des salles techniques pour le 7.1. Donc voilà, parce que le film il est travaillé de manière exceptionnelle. S'il y a une partie de la chaîne qui n'existe pas à la distribution, c'est fini, tout le film tombe là. Donc je pense qu'il y a de plus en plus de l'intérêt à la création sonore. Je rêverais qu'on projette pour une prochaine édition de la Semaine du Son en Tunisie, Blowout, avec John Travolta. Tout commence par l'explosion d'un pneu sur un pont. La voiture tombe dans le fleuve. On ne sait pas trop pourquoi. On sait qu'il y a un homme politique à l'intérieur et tout commence. C'est juste un film sur l'amour du cinéma, l'amour du sonore, l'importance de la bande. C'est un ingé son. Ce film est génial. Si vous ne l'avez pas vu, courez le voir tout de suite. Blowout. Pas confondre avec Blow Up, c'est l'autre. Blowout. Il y a aussi du sonore dans Blow Up, c'est Antonioni, c'est autre chose. Là, on est vraiment dans un univers très particulier et John Travolta fait une prestation incroyable. C'est l'ingé son dont on rêve. Voilà. Super. On a une question dans la salle avant que Cécile conclue. Et moi, je peux demander, on peut couper le son de la salle d'accueil. Bon, deux petites questions. Oui. Donc, deux petites questions d'ordre technique peut-être. Je me rappelle avoir lu un document qui parle de la BOT, le Book on Tape, qui a été créé en 1975. C'était le premier livre audio qui a été édité sur des cassettes. Et puis, à ce moment-là, où commençait un petit peu l'informatique à se développer, il y avait beaucoup de moyens de pirater une cassette. Aujourd'hui, je pense que le livre audio peut être projeté dans le sens d'un aspect sécuritaire, d'une méthodologie sécuritaire, c'est que son utilisation peut être utilisée par un certificat électronique. C'est-à-dire, les gens qui vont, la population qui pourrait être propriétaire d'un livre audio, pourrait avoir un certificat électronique. Et ce certificat électronique qui est livré par une agence qui devrait être, bien sûr, nationale, comme celle que nous avons utilisée, la CE, pourrait être un petit peu inclus dans le coût du livre lui-même. Et dans ce cas-là, on pourrait réduire à un certain pourcentage le piratage d'un livre audio. Est-ce que c'est possible? Ça, c'est la première question. La deuxième question, aujourd'hui, on est passé dans le livre audio de l'écrit au son. Et l'opération inverse, l'algorithme inverse. Est-ce que si je prends le livre audio lui-même et je le reconvertis en texte, est-ce que je peux avoir une version plus ou moins à 90%, à 95% du livre original de la création ou du livre qui est édité? Ça, c'est les deux petites questions que vous pourrez y penser peut-être. Peut-être juste une histoire de définition. Aujourd'hui, quand on parle de livre audio, en fait, on sous-entend que c'est une adaptation d'un livre qui existe déjà en papier. Oui. Sinon, on va parler de création sonore. Mais quand même, pour répondre à votre question, qui est le passage du son au texte, il commence à y avoir des initiatives, mais plutôt du coup de podcasts qui donnent lieu ensuite à l'édition d'un livre papier. Simplement, c'est un travail aussi d'adaptation important parce que quand on pense le podcast, on le pense avec une dimension orale et donc de fait, il y a un travail de réécriture qui est effectué pour ensuite en faire une édition papier. Mais c'est quelque chose qu'on voit se développer avec le phénomène des podcasts qui explosent. Je pense notamment, on parlait hier en atelier podcast de certains producteurs de podcasts indépendants. Je pense à un podcast émotion
qui a donc produit par Numédia et qui a donné lieu effectivement à l'édition d'un livre papier. Je vais juste essayer de donner un exemple tunisien par rapport à la question posée. Il y a Fatih Akeri, l'acteur, qui est un excellent acteur, qui a une très belle voix. Il a créé récemment l'atelier de l'acteur. Et il passe par l'audio. Son texte, il essaie d'enregistrer ses textes lui-même. Et je pense que parmi les rares expériences en Tunisie, et ça marche très très bien. C'est-à-dire, l'expérience elle se fait par le son, et puis il met le texte sur sa page. Bon, il le fait sur sa propre page. Je trouve que c'est intéressant. C'est un acteur qui utilise sa voix, et il écrit lui-même les textes, hein, ces textes par rapport au théâtre. Je trouve que ça commence, il y a quand même une prise de conscience par rapport même au monde du théâtre. Je donne aussi l'exemple de Tawfiq Jbel qui utilise énormément, de plus en plus, la bande son, donc on explore un peu les textes. Il y a comment ça s'appelle aussi, qui a utilisé un texte, adapté un texte, mais lu au théâtre. Donc le son prend de plus en plus de place, indépendamment du livre. Hein. Au théâtre, dans d'autres activités artistiques, il y a de plus en plus d'expositions, audio, et avec, c'est-à-dire le son vient avant l'image. La question. Je ne suis pas spécialiste du livre, hein, donc je réponds par rapport au cinéma, par rapport au monde du théâtre et du cinéma. Ma question, en fait, le retour, la fonction inverse, la fonction réciproque du son, de la transposition du son en texte, c'est que j'ai voulu dire qu'aujourd'hui, le monde de l'Internet, j'ai là. Donc aujourd'hui, le monde de l'Internet est ouvert partout. C'est-à-dire, je veux dire qu'aujourd'hui, un livre audio on peut lui ajouter, on peut lui installer une petite puce dans laquelle vous avez un accès sur Internet à l'audio ou même à l'image de ce que vous voulez. C'est-à-dire une séquence qui est écrite devant vous, vous pouvez cliquer, vous pouvez toucher par votre pouce sur cette séquence-là et vous avez le lien direct de l'audio ou de l'image. Vous passez directement à l'image. Aujourd'hui, c'est possible ça. C'est la question de certificat dont j'ai posé tout à l'heure la question. Pour faire tout ça, il faut avoir un accord. Vous voulez parler du passage d'un format à l'autre, c'est ça? Oui, tout à fait. Il y a déjà eu des initiatives, hein, Amazon notamment propose ce type de format, dans cette idée finalement de se dire que les expériences de lecture, les usages de lecture varient dans le temps et qu'on peut très bien se lever le matin en lisant 3 pages de son livre papier et poursuivre avec la version numérique puis la version audio, donc c'est des choses qui existent déjà. Juste par rapport, par exemple, aux États-Unis, certains éditeurs choisissent de commercialiser, de distribuer la version audio avant la version papier, souvent pour tester le livre. Et donc, oui, il y a des éditeurs qui choisissent le livre audio en premier. Juste un petit mot pour effectivement évoquer ce phénomène-là, c'est aussi le principe de la novélisation. C'est-à-dire que la novélisation, c'était ça, c'est-à-dire véritablement on part d'une série par exemple, et ensuite on en fait un roman. Et donc on le voit aujourd'hui, ce qui est très intéressant dans ce qui se passe, c'est qu'on est en train d'abattre les cloisons très hermétiques qui existaient entre les différents champs de la création. Ça, c'est de toute façon, pour moi, c'est mon mantra. Et je pense que le livre audio est la porte d'entrée qui nous manquait jusqu'ici, c'est-à-dire qu'elle va faire exploser à la TNT, véritablement, avec sans doute une force inédite, les barrières entre le spectacle vivant, le théâtre, le cinéma, la littérature, le jeu vidéo, pourquoi pas, la musique. Et je pense que si on arrive à bien penser cette logique de pluridisciplinarité, on peut arriver à des formes extrêmement intéressantes. Et donc le livre audio a un rôle central à jouer dans le champ des métiers de l'audiovisuel, mais pas uniquement, il a un rôle à jouer dans vraiment tout l'écosystème de la création. Il y a longtemps qu'à l'RTCI ou bien la chaîne nationale tunisienne, on diffusait du théâtre radiophonique.
Et c'était très, très impressionnant, surtout le soir, on suit des feuilletons et des pièces de théâtre de Volatoire, de Polaris, c'est ça, Polaris, et sur RTCI, on écoutait Phèdre, Andromaque et tout ça. Donc là, dans le livre audio, là, vous n'avez pas, vous n'avez pas évoqué ce côté oui, de genre, en tant que genre, par rapport au théâtre, par rapport au livre audio. Je travaille notamment pour Lire Magazine Littéraire. Nous avons édité un numéro spécial audio dans lequel nous sommes revenus sur ces liens entre le livre audio et d'autres formes de création, notamment le théâtre. On a oublié une chose, on ne l'a pas du tout évoqué, on n'a pas parlé du tout de l'histoire du livre audio, mais il faut se souvenir d'une chose, c'est que c'est une très longue histoire, évidemment, avec le rôle de la radio qui a été majeur. Il faut aussi se souvenir que le premier livre audio est déjà présent chez Edmond Rostand, chez Cyrano de Bergerac, dans lequel on a un passage où on parle de livres qui parlent. Lisez, c'est d'une modernité incroyable, et ces fameux livres qui parlent, ce sont les ancêtres du livre. Les conteurs. Exactement. Ouais. Voilà, sauf qu'il invente une machine. À l'époque, il invente une machine qui lit des livres. C'est incroyable, c'est-à-dire que voilà, on est... Et donc, évidemment, il y a aussi ce lien qui se tisse avec le monde du théâtre assez tôt, avec des acteurs qui vont proférer le texte, au-delà du gueuloir de Flaubert. Mais ce qui est très émouvant, par exemple, alors on n'est pas dans le livre audio, mais on est plutôt dans des enregistrements sonores. Chaque année, l'Académie Charles Cros remet des prix en référence à cette origine. Et il est clair que, par exemple, écouter Antonin Artaud lire des textes avec cette voix habitée et cette présence irréelle, c'est une expérience qui va au-delà du livre audio, mais qui a un lien intrinsèque avec le livre audio, qui est finalement la synthèse de toutes ces expériences du sonore, depuis la grande, évidemment, toute l'histoire finalement de l'audio depuis les origines. Merci beaucoup, Lamien, Christophe, Cécile. C'était notre première table ronde. Je vous invite à faire une petite pause et on se retrouve dans quelques minutes pour parler création sonore et médiation. Merci encore, c'était passionnant.